Alors là, aujourd'hui, notre débat va porter sur deux documentaires que vous avez vus. Donc, celui de Pablo Ibaruru, qui est là-bas, et qui a réalisé, a co-réalisé avec Miguel Echo, donc Molina, Waltz, Muros, et puis à ma gauche, donc Pere Ventura, No estamos solos, pardon, ici. Alors, juste dire un petit mot de ces deux documentaires. Je suppose que vous les avez vus, mais si certains ne les ont pas vus. Donc, Waltz, c'est un documentaire qui a un fil conducteur. Ce sont ces murs qui s'érigent un petit peu sur toute notre planète aujourd'hui et qui sont un frein à tous ces mouvements de population, des populations poussées soit par les guerres, soit par la pauvreté extrême. Et comme on l'a déjà dit aussi dans la présentation, c'est, je dirais malheureusement, un sujet tristement d'actualité, à la différence près que maintenant, et je crois que Pablo le disait dans sa présentation du film, s'il fallait faire le film maintenant, il ne faudrait pas aller aussi loin. Maintenant, ces murs, ces frontières, elles sont même chez nous, en Europe, et de nombreux autres murs sont en train de s'ériger. Et puis donc le documentaire de Pere Ventura, c'est tout simplement une analyse en profondeur de ce mouvement social revendicatif qui est en train de se lever en Espagne depuis déjà quelques années, depuis la crise économique, et qui est en train d'opérer un véritable bouleversement dans cette société, qui se traduit d'ailleurs par de grosses difficultés politiques actuellement, et c'est le sujet central ici. Donc voilà, et pour lancer le débat, Océane, peut-être que tu as lancé une question avant de donner la parole au public. Oui, pourquoi pas. Mais bon, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Sinon, je peux démarrer un peu, commencer le débat, et puis voilà. Donc, ma première question, je ne sais pas si je vais poser peut-être la question en espagnol, comme ça, et tu traduiras peut-être, Victoria. Donc, ma première question será un peu la suivante. Creo que evidentemente las dos películas tratan de temas muy diferentes, ¿no? Pero creo que casi retomando el título de Walls, ¿no? En el fondo también las dos nos hablan de muros, ¿no? Muros que se construyen para separar, como en vuestro documental, muros que se construyen para impedir que reivindicaciones se lleven a cabo, que derechos ya conseguidos sean respetados, etcétera, ¿no? Me parece que en el fondo ahí sí que hay un punto en común de ambas películas, ¿no? Y yo quería comenzar con una cita que a mí me llamó mucho la atención precisamente respecto a estos muros tan artificiales que se nos construyen, ¿no? Que son obstáculos en el fondo, ¿no? Y que es una cita que venía de una viñeta del Roto y que decía lo malo de los muros es que lo que ganas en seguridad lo pierdes en horizonte, ¿no? Y me parece que vuestras dos películas hablan un poco de eso, ¿no? Y querría lanzar el debate empezando por ahí, ¿no? Alors les thèmes de ces deux films sont différents, certes, mais je pense tout de même que les deux parlent de murs finalement, de murs qui séparent, de murs qui empêchent les revendications arrivent à bon port, empêchent aussi que les droits qui ont déjà été donnés finalement continuent. Donc ces deux films finalement me rappellent une citation que je voudrais donner cet après-midi justement, qui est sortie d'une vignette de El Roto, voilà, c'est ça. Alors c'est ce qui est mauvais, enfin, je vais essayer de traduire. Hein. Ce qui est mauvais ce qu'apporte de bien, de mauvais le mur, c'est ce qu'on gagne en sécurité, mais qu'on perd en horizon. Voilà. Bueno, a mí la similitud me parece interesante y en el caso de Pablo se ven físicamente los muros, en el caso nuestro no se ven. Los muros en general
Yo digo que en estos tiempos ser periodista es complicado, en el sentido de que los medios de comunicación están muy mediatizados y se han convertido con las excepciones de apuestas de periodistas independientes y tal, se han convertido en un gran muro. Las miles de personas que están ejerciendo activismos en España en este momento pasan de una forma que no salen los periódicos. Nunca o ves un hecho aislado, pero no el global de los cientos de miles de personas que están activos y luchando para cambiar las cosas. C'est vrai que je trouve que cette similitude est intéressante. Pablo, dans le film de Pablo, en fait, on voit des murs donc physiques, mais dans les miens, on ne les voit pas. Dans le mien, on ne les voit pas. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'être journaliste parce que y a une grande influence des médias, mais qui crée pratiquement un mur. Et parce que les journalistes ont très peu connaissance de ces milliers d'activistes qui ont des activités un peu partout, mais dont on sait quelquefois des histoires, mais on n'est pas au courant de tout ce qui se passe vraiment. Et il se passe énormément de choses. Y siguiendo con esto, hay una cosa de la película de Pere que a mí me emociona especialmente. Volviendo a tu viñeta, dices lo que ganas en seguridad. ¿Qué seguridad? O sea, los medios de comunicación parece que trabajan muy a favor del miedo como algo que paraliza. Los muros en muchas ocasiones están más diseñados para tener miedo de lo que hay al otro lado que para otra cosa. Y en la película de Pérez lo que se ve es un montón de gente que no tiene miedo, que decide pasar a la acción. En Melilla nos pasó una cosa curiosa, y es que niños de Melilla nos comentaban que empezaron a tener miedo de lo que había al otro lado porque conforme iba creciendo la valla parecía que lo del otro lado daba más miedo, y sin embargo cuando hablabas con inmigrantes subsaharianos que estaban en el lado marroquí de la valla, cuando se puso la concertina, el comentario generalizado entre ellos era que en Europa estaba pasando algo maravilloso. Ellos interpretaban, luego la valla hacía que uno tuviera más miedo del otro y que el otro pensara que lo que había al otro lado. Entonces, cuanto menos muros haya y más cine, más sabremos cada uno qué es lo que pasa al otro lado. Moi, il y a vraiment des choses qui m'ont émue dans le film de Pérez, justement. Et pour reprendre la citation, mais quelle sécurité finalement? Parce que aujourd'hui, les médias, ce qu'ils font finalement, c'est nous inculquer une certaine peur et qui nous paralyse. C'est ça qu'ils transmettent finalement. Et justement, on a peur, et dans le film de Pablo, ces murs, quand ils se construisent, on se demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et à Melilla, justement, il lui est arrivé quelque chose, c'est qu'en parlant donc avec les personnes qui étaient d'un côté du mur, il disait, au fur et à mesure que le mur se construisait, ils avaient de plus en plus peur de ce qui se passait de l'autre côté. Ils se disaient, mais si le mur est tellement haut, c'est que ça doit être assez terrible. Et ceux qui étaient de l'autre côté, justement, du côté du Maroc, au contraire, eux, ça les incitait à vouloir voir ce qui se passait de l'autre côté. Ils se disaient, mais en Europe, ça doit être fantastique, parce qu'ils le cachent de plus en plus. Quelque part, ça donne encore plus envie d'y aller et de voir cela. Et justement, pour ce qui était intéressant dans le film de Pérez, c'est que ce qu'on voyait, c'était des gens qui n'avaient pas peur et qui passaient à l'action. Je voudrais poser une question avant de vous laisser la parole, bien sûr. On parlait tout à l'heure de mouvements revendicatifs en Espagne. Et est-ce que le documentaire participe à ce mouvement revendicatif, c'est-à-dire c'est remettre en cause des systèmes politiques, des systèmes de société, soit dans des politiques internes, comme dans ton film Pérez, soit au niveau international. Est-ce que le documentaire participe, c'est-à-dire devient un documentaire même militant en faveur de certaines formes de gouvernance, ou alors vous vous tenez à une certaine objectivité, vous êtes témoin uniquement de ce qui se passe? Où s'arrête la frontière entre l'objectivité dans le documentaire et puis la remise en cause de ces systèmes?
cuestión, pues la política interna, pero el objetivo, realmente, ¿dónde está el límite entre el ser testigo y el documentar realmente lo que está pasando y poner en cuestión el sistema? Bueno, cuando estábamos empezando a trabajar, a preparar el proyecto de película, estuve viendo una exposición de una arquitecta, Iciar González Virós, que ha creado lo que llama el Instituto Cartográfico de la Revuelta. El Instituto Cartográfico de la Revuelta vi que era el hecho de marcar en todo el mapa, marcar los activismos a partir de una forma rigurosa, de asambleas, de que haya unos mínimos y tal. Y esto te daba una visión global que cuando lo vi dije, yo es lo que me gustaría hacer con la película, que la película tuviera esa visión global. On était en train de préparer le projet du film. J'ai vu une exposition d'une architecte qui s'appelle Virós, Madame Virós, et qui a créé en fait un institut de la cartographie de la révolution en quelque sorte. De la révolution, on peut dire comme ça. Et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est sur un plan marqué par des petites étoiles tous les endroits où il y avait des activistes qui avaient des assemblées, qui faisaient des manifestations et ce genre de choses. Et c'était formidable d'avoir une vision globale justement sur le territoire de tout ce qui se passait à la fois. Et c'est ce que je me suis dit avec le film, c'est ce que j'aimerais faire, donner une vision globale de toutes ces activités. Sí, entonces, ante eso, queríamos un poco reflejar el que somos más. Quiero decir, desde el poder se buscan siempre soluciones individuales, no el sentido de lo común, el sentido solidario y tal, queda totalmente fuera y tal. Y entonces, eso era lo que me parecía más importante, que la gente supiera, por un lado, que no está sola, que la gente supiera, aunque a veces se quiere criminalizar a la gente que sale a la calle, que era gente común, que es gente como todos los que estamos aquí, y que el eslogan muy popularizado de sí se puede, es verdad, sí se puede. Et c'est ce que je voulais refléter donc, dans le film, que oui, nous sommes nombreux. Et depuis le pouvoir, ils cherchent des solutions, mais individuelles. En dehors du sens commun, en dehors du bon sens même, et en dehors du sens de la solidarité. Et justement, le fait de savoir que les gens eux-mêmes sachent qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils étaient nombreux, ça leur permet de leur donner une force. Et aussi de savoir que quand ils manifestent et qu'on veut les criminaliser pour cela, eh bien, ce n'est pas juste. Et le fait d'être nombreux fait qu'ils sont comme tout le monde. Et voilà, c'est ce que le slogan finalement, oui, on peut, eh bien, il existe et il est possible. Yo tengo una pregunta para Pere. Y es que tú llevas muchísimos años haciendo esto y llevas muchísimos años luchando contra corriente y muchas veces te están diciendo no se puede y estás luchando todo el rato contra corriente y me gustaría que me dieras un consejo de cómo haces para no rendirte. Ça fait longtemps que justement tu luttes contre le courant, contre ce qui, soi-disant, ne doit pas se faire. Et tu y arrives. Et donc, je voudrais savoir comment tu fais justement pour y arriver. Bueno, supongo que lo fundamental es persistir. Yo globalmente soy pesimista, pero individualmente soy optimista y pienso que nunca se pierden las batallas si se siguen. Entonces es difícil decir, dar consejos, no sé.
Pero en cualquier caso, yo sí empecé a rodar cuando adolescente. Me marché desde mi pueblo a Barcelona. Quería ver cómo se podía plasmar una dictadura. En mi pueblo no notabas, decías, bueno, yo al menos como adolescente no notaba la dictadura. Entonces estuve en la escuela de cine y salí a hacer un rodaje de un cantante catalán, un cantante de protesta, Raimon, en una facultad de Derecho, y entonces físicamente vi a la policía a caballo golpeando a los estudiantes. Digo, bueno, ya empezamos a formalizar la imagen de lo que es una dictadura. Alors en fait, la solution c'est de persister en fait. Et mais globalement, je suis plutôt pessimiste, mais individuellement, je suis plutôt optimiste. Et je pense que les batailles, eh bien, il faut juste les continuer et ne pas se rendre. Quand j'ai commencé à tourner, en fait, j'étais adolescent dans un village et je suis montée sur Barcelone parce que ce que j'avais envie de voir, c'était de comprendre ce que c'était qu'une dictature vraiment, de le sentir, de le voir. Parce que dans mon village, en tout cas, j'étais adolescent et je ne le sentais pas cela. Et en faisant cette école de cinéma, j'ai été filmer un chanteur catalan engagé dans l'université de droit. Et justement, là sont arrivés les policiers à cheval, à commencer à donner à assommer les étudiants. Et c'est là où j'ai compris ce que ça pouvait signifier une dictature. C'est pas pour faire une question, je voulais féliciter les deux auteurs pour les deux films qui sont magnifiques. C'est plutôt un commentaire par rapport à ce que tu demandais de qu'est-ce que peut le faire le documentaire par rapport à ce moment en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la communauté documentaire en Espagne, au-delà des limites imposées par les télévisions, par le système de financement qu'on peut souffrir pendant les dernières années, a réussi de façon différente à faire le portrait de cette émergence sociale par le biais de films comme celui de Pedro Joan, mais par aussi maintes autres films qui se sont produits de façon alternative ou parfois de façon plus orthodoxe. Mais ce dont on peut être content, c'est qu'il y a une mémoire visuelle de cette période qui va être très utile pour le futur, pour voir qu'est-ce qui s'avait passé, et en plus avec des approches différentes, donc qui donnent une image plus kaléidoscopique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'époque où Pedro Joan a commencé à travailler, parce que malheureusement, il n'y avait pas la possibilité de produire tant. Donc, on peut se féliciter, je crois, qu'on a maintenant cette mémoire de ce qui s'est passé à travers les films qui ont été faits de façon différente. Je signalais que monsieur est producteur de l'un des documentaires Philosophie derrière les barreaux, donc il parle en connaissance de cause. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Una pregunta en español. En español y la traduzco. Hace poco tiempo oyendo hablar de Podemos y todas las cosas que nos enfrentan y siempre me ha parecido interesante que aquí en Francia no hubiera ese tipo de manifestación. Me parece que ya es tiempo ya. Que hay que empezar, y no sé cómo, pero sí que hay que empezar. Lo digo. Vale, o sea que hay productores aquí, ¿no? Esto se puede, eso se puede traducir, eso se puede hacer, pero o sea, en Francia estamos, esto no es un país, esto hay que hacer algo. Nada más, que gracias. No he visto los documentarios, pero me imagino que será todo bien. Gracias.
En Espagne, il y a donc Podemos. Et c'est vrai qu'ici, en France, il n'y a pas ce type de manifestation. Et je trouve que c'est dommage. En France, on devrait aussi avoir ce genre de mouvement, disons. Et voilà, il serait temps que ça commence. Donc là, c'était plus un acte de foi qu'une question, là, apparemment. Sí, pero antes hablabais antes perdón, que me hable en español, del hacer cine documental en España. Yo soy muy optimista porque creo que ya no es tan importante si lo haces en España, en Turquía o donde sea. La película de Pérez, yo creo que por un lado es memoria histórica para España, pero además es manual de instrucciones para otros países. Yo creo que tiene esas dos vertientes y no hay que pensar tanto en somos españoles que hacemos cine para España, sino somos gente que cuenta historias que pueden servir a otra gente, me da igual de donde sean. Sí. C'est vrai que donc on parlait de ce cinéma documentaire qui se fait en Espagne. Moi, je suis assez optimiste, mais je pense que de toute façon, nous sommes des gens qui qui racontons des histoires pour d'autres gens. Il faut sortir un peu de cette idée que on fait juste des histoires ou des documentaires pour l'Espagne, ou pour le pays dans lequel on le fait. Mais ce que j'aime en tout cas dans le cinéma de Pérez, c'est que c'est vraiment à travers ces documentaires une mémoire historique, mais aussi un manuel d'instruction, justement de notices pour d'autres pays qui voudraient faire ce genre de choses aussi. Bueno, yo quería decir que con los avances tecnológicos en estos momentos rodar es relativamente fácil. En este caso, cuando empecé yo, que ya soy mayor, rodábamos con cámaras de cine, con película, era muy costoso y había muchas dificultades, había problemas de luz porque no había la suficiente sensibilidad. Ahora todo eso de alguna manera se ha democratizado y, por ejemplo, ahora ves tú la película de Pablo y empiezas a ver los muros que hay allá en el mundo y dices, sí, ¿cómo consiguen todo eso, no? Y son dos personas, una persona con la imagen y la otra con el sonido. Quiero decir, estos son avances importantes, avances que luego no se traducen. En mi caso particular, yo intento jugar todas las cartas posibles. Si hago un producto que queda más o menos decente, pues si se puede ir a festivales, se va a festivales, si se puede estrenar, se estrena, aunque claro, es una batalla de David contre Goliath. Et c'est vrai qu'avec les avances technologiques, aujourd'hui, c'est facile de tourner. Parce que quand j'ai commencé, et ça fait longtemps, on tournait avec une caméra de cinéma, avec de la pellicule. C'était très cher. Il y avait des difficultés comme par exemple la lumière, parce que la pellicule n'était pas assez sensible parfois. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé et c'est une bonne chose. Et quand on voit le film de Pablo, avec tous ces murs dans le monde entier, on se dit, mais comment ils ont pu réussir à filmer cela alors qu'ils ne sont que deux, un à la caméra et un autre au son. Donc voilà, dans mon cas, c'est vrai que j'essaie de faire le mieux que je peux, de faire en tout cas quelque chose de décent qui puisse aller dans les festivals, qui peut-être aussi peut sortir en salle, et c'est ce qui m'importe. Mais bon, voilà, juste la fin. Mais c'est une lutte entre David et Goliath. Voilà, excusez-moi. A la gente le cae siempre más simpático David. Et les gens en général ont plus d'empathie avec David. C'est sûr. S'il y a d'autres interventions, n'hésitez pas. Moi, je peux continuer parce que le sujet m'intéresse, mais par rapport à David et Goliath, claro, je vais dire ça en espagnol encore parce que ça serait une question. Cuando tienes dudas, ¿no? Entre posicionarte a favor de David o Goliath, por defecto siempre David. Claro, no solamente porque lleva la peor parte, ¿no? Casi siempre aciertas cuando te pones de parte del que lleva la peor parte, ¿no? Yo creo que la película de Pere Joan en eso es clara, ¿no? A mí me gusta mucho lo que ha dicho Pere Joan, ¿no? Dice primero, la perseverancia es virtud.
Y para un cineasta la perseverancia es virtud sagrada, ¿no? Seguro. Y luego me gusta lo que dices respecto al escepticismo. Yo creo que el escepticismo suele ser sinónimo de inteligencia en general. Pero cuidado, que no sea un escepticismo paralizante, ¿no? Yo creo que tu película no apuesta por ese escepticismo paralizante, aunque tenga quizás algo de escepticismo, ¿no? Que el escepticismo no te deje en el sillón de tu casa, ¿no? Es decir, que esa movilización, digamos, ¿no? Se produzca, aunque solo sea para darte cuenta de que no estabas solo y reencontrarte o encontrarte con los tuyos, ¿no? Solo por eso, ¿no? Aunque luego sea inútil, ¿no? Hay que reivindicar también las cosas inútiles, ¿no? Pero el sillón, eso sí que no, ¿verdad? Yo creo que tu película nos invita a eso, ¿no? Yo cuando la vi tuve esa sensación, no sé, pero yo... C'est vrai qu'on peut avoir des doutes de qui on défend finalement, si c'est plutôt David ou plutôt Goliath, mais je pense que automatiquement, c'est beaucoup plus réussi quand on est de la partie de celui qui souffre le plus. Et évidemment, on dit que la persévérance, c'est une vertu, et pour un cinéaste, c'est une vertu sacrée. C'est vrai qu'il peut y avoir du scepticisme par rapport à tous ces mouvements. Et le scepticisme est quelque chose d'intelligent, je pense. Mais ça peut être aussi paralysant. Et ça, c'est un problème. Je pense que justement, le film de Pere, il peut y avoir peut-être scepticisme à se dire est-ce que c'est utile finalement tout cela, mais je pense qu'elle préfère penser le film, préfère pencher vers justement cette utilité de sortir de sa chaise devant la télé. En fait, voilà, c'est ça que ça donne envie, c'est se dire que au moins on ne reste pas devant sa télé à se dire mais pourquoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que quand on sort, on se rend compte au moins que déjà on n'est pas seul, et ensuite on se rencontre de nouveau avec les autres. Et ça donne une force. Yo quisiera preguntarle a Pablo de una opción de tu documental que, por cierto, hace pensar mucho y que eso es lo que querías y lo consigues, así como el documental de Pere Joan son fronteras clasistas y la unión hace la fuerza. ¿Por qué en tus fronteras físicas y geográficas, por qué no has optado por la opción de que la unión hace la fuerza? Porque muchas veces se pasa la frontera por número, no por individualidad. ¿Por qué optaste por eso? C'est vrai que dans le film de Pere, c'est vraiment, on sent que l'union fait la force, et justement elle voulait savoir pourquoi dans le film de Pablo, donc sur les murs et les frontières, on ne sent pas justement cette chose-là, que l'union fait la force. Suelo comparar el hacer películas documentales con el hecho de casarse. Yo llevo casado casi 20 años y soy muy feliz. Y casarse no es decirle sí a una mujer, sino no a todas las demás. Y todas las demás me encantan. Entonces, rodar es dejar cosas fuera del plano, montar es dejar planos fuera del montaje, y decidir qué película hacer es dejar un montón de cosas fuera. Ha habido países a los que no he ido, ha habido historias increíbles que no he podido contar, y esa idea, que me parece muy poderosa, que tú comentas, daría para hacer otra película. Pero yo tenía que optar y decidí ir por la intimidad, por el que tú veas que está al otro lado es igual a ti. Y para eso necesitaba hacer retratos íntimos. Por supuesto que lo que comentas es una idea muy poderosa, tanto como para hacer otra peli. Lo terrible de este asunto es que se podría repetir, se podría abordar 50 veces en 50 películas y todas tendrían tema. Pero si quieres intimidad, hay que decir no a muchas cosas y da mucha pena. Faire des documentaires, c'est comme c'est comme se marier en fait. Moi, ça fait 20 ans que je suis mariée, je suis très heureux. Et se marier, ce n'est pas juste dire oui, en fait, c'est plutôt dire non à toutes les autres.
Et pourtant, elles sont belles aussi. Mais bon, voilà. Tourner, en fait, c'est aussi finalement laisser en dehors, c'est faire un choix. Et donc, c'est certains plans, ne pas les tourner. Monter, c'est aussi faire un choix. C'est aussi ne pas monter certains plans. Et donc, moi, c'est ce que j'ai dû faire dans mon film. Parce que moi, ce qui m'intéressait de raconter, c'était l'intimité, justement. De raconter que celui qui est d'un côté du mur, finalement, celui qui est de l'autre côté, il est pareil à lui-même. Et c'est ça qui m'intéressait de raconter. Donc, c'est vrai que l'union fait la force est une idée fantastique qui pourrait donner un autre film, justement. Mais ce n'était pas celui que j'avais envie de faire. Respecto a lo que decías, desgraciadamente, digamos, un paso en multitud sería los miles de refugiados que vienen de las guerras de Siria y demás, y ya ves el mal ejemplo que estamos dando. Justement, on peut parler des 2000 réfugiés qui sont en train de fuir de la guerre et regarder un peu le mauvais exemple qu'on est en train de donner. Y de hecho, bueno, perdón, esto ya es una opinión personal, pero cuando estás al otro lado de la valla en Melilla y ves que hay muchísima gente, a mí personalmente, que he rodado mucho por África Negra, lo que me sorprende es que no haya muchísimos más. O sea que estamos también, nos parece que la gente que está llegando a Europa es mucha, pero el año pasado estuve rodando en Jordania y lo que está llegando aquí es una gotita dentro de un mar. Entonces, realmente esos muchos son muchos más de esos colectivos que nosotros pensamos que son muchos. Et pour donner un avis personnel, justement, quand j'étais à Melilla et que je voyais tellement de monde de l'autre côté du mur, de la grille, j'ai beaucoup tourné en Afrique noire et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Et j'étais étonnée de ne pas en voir plus, justement, qui sautaient. Et l'année dernière, j'étais en train de tourner en Jordanie et ce qu'on nous on voit et ce qui arrive jusqu'à nous, finalement, ce n'est qu'une goutte dans la mer. Bueno, se ha hablado algo de lo que yo quería preguntar ahora. Quería un poco que me hablaseis de cómo veis lo que ha sucedido desde que hicisteis las películas, las dos, a hoy mismo. Pablo, tú hablabas al final de tu película, dice la voz en off, que se ha pasado de 40 y tantos muros a 60 desde que acabaste la película. Pero en la tuya se habla de un movimiento que se ha convertido, se ha organizado políticamente, ha entrado en el Congreso y esos muros invisibles de los que antes hablaba José se están levantando, tú mismo lo decías también, por parte de determinada prensa, en el sentido de que, bueno, estos desarrapados resulta que han entrado en el Congreso y ahora ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿cómo habéis vivido la evolución en muy poco tiempo desde que acabasteis las películas en ambos casos muy diferentes, pero al mismo tiempo con concomitancias? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous avez vécu justement l'évolution des situations que vous avez filmées depuis que vous les avez filmées, justement. Pablo disait dans son film, justement, à la fin, qu'avant, il y avait 40 murs quand il a commencé, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, il y en a déjà 60. Et Pere, dans son film, justement, qui filme tous ces mouvements, eh bien, aujourd'hui, ils se sont organisés et ils sont rentrés politiquement au Congrès. Et donc, je voulais savoir un petit peu de chacun qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ils voyaient cela. Respondo yo primero porque creo que en lo mío ha habido menos cambio. O sea, miro que realmente es lo mismo. O sea, yo mientras rodaba llegué a un momento en que no tenía la sensación de estar rodando varios muros. Tenía la sensación de que ahí donde aterrizaba el avión era el mismo muro como una serpiente que estaba creciendo y que está enrollando el mundo. Yo no he tenido la sensación de que las cosas hayan cambiado mucho. Esa serpiente cada vez es más larga y ya está. Y mi película creo que habla de algo que es que tenemos de parecido, los que estamos a uno y a otro lado,
que es lo mismo ahora, hace 3.000 años y dentro de 3.000. Entonces, no creo que las cosas hayan cambiado tanto de hace 5 años a ahora. Solo porque pase cerquita de Europa y haya salido en el periódico, entonces ya nos emocionamos. Que lo que queremos es tener el muro lejos y que los de mantenimiento nos pasen la factura, pero que no pongan el concepto. Entonces yo creo que no ha cambiado tanto. Quizá en la realidad que ha reflejado Pérez sí que ha habido una concreción y algo más inmediato. Moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de changement pour ce qui est des murs, parce que quand on arrivait, on atterrissait dans un autre endroit avec l'avion, ce que je voyais, c'était le même mur finalement, un peu comme un serpent qui était en train de s'allonger. Et c'était la sensation que j'avais. Et ça n'a pas changé depuis les 5 ans que j'ai commencé à tourner. Et je pense que justement, ce qui reste encore, c'est cette sensation qu'on préfère que les murs, ils existent, qu'ils soient loin, certes, et que nous, on paye juste l'entretien de ces murs, mais qu'on n'ait pas à se soucier de ces choses-là. Pablo, juste compléter. On ne peut pas nier quand même qu'en Europe, les murs commencent à pousser aussi, qu'il n'y avait pas au moment où tu as fait ton film. On est en train d'en faire en Serbie, en Autriche, et qu'il n'y avait pas avant. Voilà, exactement. Et même en France, certains partis politiques parlent maintenant de rétablir les frontières dans l'Union européenne. C'est-à-dire, ce sont des murs qui n'existaient pas il y a 2 ou 3 ans, et maintenant ça commence à rentrer dans les esprits qu'il faut créer ces murs qui sont chez nous maintenant. Ils ne sont plus là où tu les as filmés, ils sont là maintenant. Non? Totalmente de acuerdo. En nuestra película, para los que no lo hayáis visto, decidimos que uno de los personajes fuera un guardia civil español, una persona que vigila la muralla. Y no lo hemos presentado como un monstruo ni como una persona muy mala, porque queríamos hacer una cosa un poco incómoda para el público europeo, y es que si alguien entre el público se pone a buscar a alguien malo, que descubra que es él. Porque realmente somos Europa los que estamos financiando la valla en Melilla, los que estamos financiando esas vallas que se están construyendo ahora, y si alguien quiere descubrir cómo hacer para que las cosas cambien, pues entonces que vea la película de Pérez, que va de eso, de cómo hacer para que cambian los señores que hacen las vallas. Dans mon film, j'ai voulu montrer justement un garde civil espagnol qui s'occupe d'une de ces murs. Mais on n'a pas voulu le montrer comme un monstre, parce que c'est pour que justement le public, quand il voit le film, se dise mais finalement le monstre c'est qui? Est-ce que c'est pas moi? Parce qu'en Europe, finalement, des murs comme celui-là, ils s'en créent énormément. Et justement, ce qu'il peut se dire, c'est dans le film de Pérez, c'est que justement, on peut faire quelque chose. Et on peut sortir, manifester et être ensemble pour manifester contre cela. En España sí están cambiando las cosas. Es decir, aquí en la película vemos a Ada Colau como líder de la plataforma antidesahucios, y en estos momentos es la alcaldesa de Barcelona. A las alcaldías de Madrid, de Sevilla, de Valencia, de Jerez, de Cádiz y tal, están ya en manos de gente nueva en la política y que en muchos casos no responde a los partidos tradicionales. Evidentemente esto no es suficiente. Y evidentemente desde los medios se quiere hacer que ahora el debate absoluto es que se resuelva el problema del gobierno y que se haga un gobierno y que se pacte y todas esas cosas. Este es una parte del debate. La gente tiene que seguir protestando, y este es el camino a seguir. No hay que limitarlo al hecho puramente de tener más o menos diputados en el Parlamento. Las mareas, término afortunado, las mareas van y vienen. Y en su momento, en esto ya convendría que volviera la marea.
En Espagne, il y a du changement et donc il y a des maires qui justement viennent d'un autre parti qui n'est pas celui des partis traditionnels, comme à Barcelone, à Madrid, à Séville, dans beaucoup d'autres villes d'Andalousie. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai que les médias, la seule chose qui leur importe, c'est de nous parler de savoir si le gouvernement va résoudre son problème justement de cohabitation, en quelque sorte. Mais ce n'est qu'une partie du débat, parce que les gens doivent continuer de protester. Et l'important, c'est pas de savoir s'il va y avoir plus ou moins de députés dans le gouvernement de chaque parti, mais plutôt de savoir quand est-ce que la marée va revenir. Parce que les marées, justement, c'est ce qu'on voit dans le film, ce sont tous ces groupes de gens, elles vont et elles viennent. Et là, ça serait bien qu'elles reviennent. Il y a quelques années, un philosophe qui s'appelle Yves Michaud a écrit un texte qui s'intitule « Changement dans la violence ». Et donc dans ce texte, il analyse la façon dont des quartiers se barricadent, et souvent ce sont des quartiers, comment dire, de gens riches, et il en vient à la conclusion que la question des murs et la multiplication des murs est proportionnelle à la disparition du politique. Et il rejoint par là des analyses de Hannah Arendt. Au fond, c'est quand la politique s'efface devant l'urgence et les prérogatives du marché que des initiatives privées s'autorisent à édifier des murs, et au sens matériel comme symbolique. Et ça pose effectivement la question grave d'un fossé de plus en plus scandaleux entre des gens qui ont de quoi habiter et d'autres, et qui se réfugient derrière des murs, qui sont des forteresses, et puis d'autres qui effectivement en sont réduits à espérer un partage équitable. Yo estoy totalmente de acuerdo y decir que, bueno, que no hay que abandonar la política, pero que no es solo la política. Y por otro lado, decirle a Pablo que claro, no habíamos pensado que no son ya, han crecido los muros a 70 o 80, sino que luego hay los muros domésticos y que esto en Latinoamérica es una presencia total. Muros con vigilantes que vigilan que la gente siga viviendo tranquilamente al margen de lo que está pasando fuera. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et il ne faut pas abandonner la politique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que cela. Et on parle donc de murs dans le film de Pablo, mais ce dont on ne parle pas, c'est vrai, c'est des murs domestiques. C'est-à-dire que ça se voit surtout en Amérique latine, où il y a des quartiers entiers qui se barricadent avec des vigiles qui font en sorte de voir qui rentre et qui sort. Et ça se multiplie en Amérique latine, et ça, c'est quelque chose aussi qui est dangereux, je trouve. Ça me fait penser à un film, La Zona, qui traduisait très bien. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Ce que ça m'évoque, en fait, ce dont vous parlez, là, c'est le fait que les murs, en fait, c'est une consolidation. On a affaire à une mondialisation du capital, mais en fait, si on a aussi une mondialisation des populations, c'est contradictoire, parce que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres fait que les plus riches gagnent de plus en plus,
Et donc, ce n'est pas possible que les populations de pauvres aillent dans les pays riches parce que ça sabote le système. Donc, ce qui se passe, c'est que le phénomène des murs, c'est quelque chose de vraiment universel. C'est que le mur est la consolidation de cet effet, si vous voulez. C'est qu'à partir du moment où on veut continuer la mondialisation du capital et on veut augmenter encore l'écart entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire que les riches exploitent les pauvres, à ce moment-là, il va falloir un mur pour pouvoir contenir en fait la tension que ça va créer, si vous voulez. Bueno, yo tengo que reconocer que los coloquios después de mi película me dan mucho miedo, porque yo no soy un tío muy inteligente. O sea, yo empecé la película no tanto porque me interesaran los muros, sino porque durante muchos años he viajado haciendo documentales y me he tomado un té con un señor en África y me he reído con él y me he hecho su amigo. Y lo mismo en Tailandia, o en Malawi, o en Bolivia, o en Ecuador. Y es una experiencia personal, nada complicada, que simplemente me he llevado bien con gente en todas partes. Y yo quería hacer la película para usar los muros para reflejar eso, nada más. Me alegra muchísimo ver que el público se pone a pensar a partir de eso y reflexiona de una manera, de una complejidad que a mí a la que no alcanzo. Yo solo quería contar una cosa muy tonta, y es que el señor que está al otro lado, si me pongo a hablar con él, probablemente pueda ser mi amigo, nada más. En fait, quand je fais des colloques, justement, après mon film, ça me fait peur des fois parce que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de très intelligent et des fois, ça me dépasse presque ce qui en ressort. En fait, moi, je fais depuis longtemps des documentaires dans le monde entier. Je voyage beaucoup et un jour, je prends un thé avec un Africain et il devient mon ami. Ça m'arrive en Thaïlande, ça m'arrive dans tous les pays où je vais. Et c'est une expérience qui est absolument pas compliquée, justement. Mais en tout cas, c'est ce que je me rends compte, que je m'entends bien avec beaucoup de personnes. Et c'est ce que les murs, justement, c'est pour ça que j'ai fait le film, parce que les murs, c'est ce que ça reflète, justement, cela. C'est que c'est pas parce qu'il y a un mur qu'on ne s'entend pas avec la personne qu'il y a de l'autre côté. Et ça me fait plaisir de voir que le public, justement, commence à penser, justement, à partir de mon film et développe des fois des idées et des pensées aussi complexes, mais auxquelles moi, je n'accède pas vraiment. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Mais là, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir et de pouvoir raconter qu'il y a de l'autre côté quelqu'un qui est en fait comme moi et avec qui je m'entends bien. Avec qui je peux m'entendre bien. Sí, yo quería incidir en lo que acaban de decir porque me da la sensación que Pablo, sin haberlo pensado o propuesto, ha hecho una película sobre un tema que también es común en la película de Pérez Joan, que es la profunda desigualdad que hay en el mundo, la concentración de la riqueza en unas pocas manos, la distribución de la riqueza en el mundo. Lo único que en tu caso, evidentemente, nosotros estamos en la parte rica, pero también nos toca la desigualdad, y los habitantes de tu película están en la parte pobre y digamos que sus muros son más altos y más fuertes y su capacidad organizativa, por desgracia, tampoco es la misma que la nuestra. Quería decir esto, ponerlo aquí, y luego quería aprovechar, es que yo he colaborado en la película de Pérez Joan, y la chica que hacía antes aquí en Francia, que quería tener ejemplo, me ha hecho gracia porque esta mañana, al salir de la proyección, ha venido un matrimonio francés y ha hecho el mismo comentario. Por favor, ¿por qué aquí en Francia es que no hacemos nada? Me ha comentado un conflicto que yo desconozco, que es la construcción de un aeropuerto, que hay una gran movilización, y me ha dicho, esto lo tendríais que pasar allí con los del aeropuerto. Pues aprovecho para invitaros, hay un Facebook de la película No Estamos Solos, si alguien quiere acceder, la idea de esta película es que sirva a todo, es una invitación a la imaginación, a la participación y al activismo. Entonces, si hay alguien en la universidad,
en alguna asociación de Francia tiene interés en que le hagamos llegar la película, que nos escriba en Facebook y haremos todo lo posible para que podáis agitar las aguas francesas. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, il y a un thème qui se retrouve dans les deux films, c'est l'inégalité profonde qui existe dans le monde et cette richesse qui est dans les mains de quelques personnes riches et ces richesses qui ne se distribuent pas. J'ai beaucoup aimé le commentaire de Madame tout à l'heure parce que il m'est arrivé justement en sortant, j'ai collaboré donc avec Pere au film et en sortant donc de la projection, un couple français s'est approché de moi et m'ont fait aussi un commentaire et dans le même style et notamment ils m'ont fait savoir qu'il y avait un conflit avec un aéroport dans le coin et ils disaient mais ça nous servirait justement, il faudrait que ceux qui s'occupent de ça voient le film parce que ça leur donnerait plus d'envie, enfin, et surtout de l'imagination pour pouvoir continuer leur activité. Et bien justement, il y a une page Facebook et s'il y a des associations, des universités qui veulent projeter le film, il n'y a aucun problème, il suffit de nous écrire et on leur passera et ça permettra peut-être d'agiter quelques gardes civils, quelques gardiens, quelques policiers, enfin voilà, et tous ceux qui gardent les choses. Bon, on ne va surtout pas se lancer dans le débat sur l'aéroport, sinon on n'a pas fini. On a un référendum qui nous attend bientôt et là, on va peut-être décider. Oui. Sí, yo tengo miedo de muy poquitas cosas. Moi, j'ai peur de très peu de choses. Pero no puedes evitar estar... Os voy a contar una cosa que me pasó durante el rodaje. Estábamos rodando en Palestina y yo quería llegar a un punto concreto desde el que había una perspectiva que me interesaba. Para llegar ahí tuve que pasar por el techo de una casa, bajar por una huerta, tuve que meterme por un sitio hasta que llegué al punto que a mí me interesaba. Y cuando estaba ahí rodando, y yo estaba con mi fixer palestino, con mi ayudante, un señor como a unos 100 metros, con la barba así muy cerrada y con su pañuelo, empezó a gritar mientras venía hacia donde estaba yo y gritaba en árabe, algo que yo no comprendía. Durante el primer segundo me sentí culpable porque me di cuenta de que lo primero que tu cerebro traduce es una amenaza y no pude evitarlo. Y le pregunté a mi ayudante, ¿qué está diciendo? Y dice que si quieres un té. Excellent. En fait, je vais vous raconter une anecdote. En tournant en Palestine, il y avait un endroit où je voulais absolument arriver pour pouvoir tourner. Et donc, je suis passée sur des toits, dans des jardins, et j'y suis arrivée. Et quand j'étais avec là, j'y étais avec un conseiller justement palestinien qui m'aidait à aller dans les endroits où je voulais. Et tout d'un coup, à 100 mètres, j'ai vu un homme avec un foulard, avec la barbe, qui commence à me parler en arabe en venant vers moi et de manière comme ça, en criant vers moi. Et je me suis sentie coupable parce que la première chose que mon cerveau m'a donnée comme information, c'est que c'était une menace. Et donc, je me suis tournée vers cette personne qui m'accompagnait et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit, il demande si tu veux un thé. Je me trompe peut-être, Pablo, mais je crois que ça n'empêche pas des situations de danger et que ton équipe a été menacée. Je crois aussi qu'il y a eu des pressions à la frontière de l'Inde. ¿Habéis tenido problemas, no? También de... Yo creo que en los rodajes, desde mi punto de vista, siempre
Al público le llama más la atención el peligro físico, pero siempre es mucho mayor el peligro emocional, el peligro de perder la esperanza, el peligro de acabar enfermo por dentro. Y a mí eso me parece mucho más peligroso que te peguen un tiro en una pierna. Un tiro en la cabeza no, pero en la pierna sí. C'est vrai que le public, quand il voit mes films, ils ont plus peur du danger physique qu'on puisse subir. Alors que pour moi, c'est le danger émotionnel qui est le plus grave. C'est-à-dire celui de perdre l'espoir, celui de devenir, comment dire, malade à l'intérieur au point de ne plus avoir envie de continuer. Et c'est vrai que, bon, pour moi, avoir une balle dans la jambe, c'est pas si grave que ça. Bon, dans la tête, je dis pas, mais voilà. Le danger émotionnel est plus grave. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une petite remarque, tu parles d'émotion. On a tous été choqués par cette image de ce garçon, ce petit garçon sur la plage, dans la fuite des migrants. Et ça me faisait réfléchir où je me rends compte le peu de solidarité que nous avons dans ce monde occidental et en Europe, où cette photo, ce petit enfant en Espagne, on le connaît depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a eu le problème des pateras sur les plages d'Andalousie et à Gibraltar, et que l'Europe a tourné le dos pendant des années à tout ça. C'est-à-dire on n'a pas regardé tout ça. Et on ramassait les cadavres de femmes, d'enfants sur les plages. Et il a fallu qu'ils arrivent par centaines de milliers chez nous pour qu'on se dise, voilà, c'est touchant. Mais ce problème, il existe depuis très longtemps. Mais tant que c'est un peu loin, même y compris au sud de l'Espagne, ça ne nous a pas touchés. Et quand je voyais cette photo terrible, je veux dire, on aurait pu la faire des dizaines de fois, cette photo sur les pages espagnoles, ça ne touchait pas. C'est là qu'on peut être un peu pessimiste, qu'effectivement, il n'y a peut-être pas cette solidarité qu'on a parfois voulu nous faire croire en Europe face à la misère de l'extérieur, et que nous-mêmes ne sommes pas capables de compassion collective envers ces populations. Yo igual como soy más joven que este señor, y más alto. Moi qui suis plus jeune que ce monsieur et plus grand. Soy igual de optimista que él. Yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños, te acordarás, para venir a Francia era un lío. Y yo me acuerdo, yo vivo en el País Vasco y cruzábamos a Francia a comprar chocolate. Y era maravilloso, pero había que pedir primero unos papeles y la carta verde y no sé qué, y eso ya no pasa. Yo recuerdo cómo era antes y recuerdo cómo era ahora. Espero vivir el momento en el que para pasar de Marruecos a España pase lo mismo. Esperemos que non. Je suis tout aussi optimiste que lui, justement. Et je me rappelle quand j'étais enfant et je vivais au Pays Basque. Et donc pour passer en France, c'était tout un problème parce qu'il fallait des papiers, il fallait une carte verte, je crois. Enfin bon, tout ça pour pouvoir aller acheter du chocolat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ce n'est plus le cas. Quand est-ce que justement ça sera plus le cas entre le Maroc et l'Espagne ? D'autres questions dans la salle? Ça sera peut-être une dernière. On m'a dit qu'il y a quelques invités qui doivent partir aussi. Moi peut-être, José, je ne sais pas si le public ici sera d'accord, mais je me rends compte, aujourd'hui, on vient de parler des murs un peu partout, n'est-ce pas? Et peut-être, sans se rendre compte, je pense qu'on a construit une section documentaire contre le mur, n'est-ce pas? Les deux films qui sont là sont des films contre le mur, on vient de le dire. Mais si vous regardez Cartas a María, est un film aussi contre le mur du silence et de l'histoire cachée. Je pense que Filosofía entre rejas est évidemment un film contre le mur de ceux qui sont en prison et de ceux qui ne le sont pas. Et finalement, Au football est aussi, en quelque sorte, un film contre le mur entre générations, le mur du silence entre un père, un fils, etc. Donc je pense que ça rejoint très bien l'esprit de ce festival, qui est un festival, et depuis 26 ans, contre le mur. Oui, j'ajoute ce que tu dis. Le premier mur qu'on a essayé de faire tomber, c'est celui des Pyrénées.
Et que je crois qu'en 26 ans, s'il y a 25 000 Français qui viennent voir du cinéma espagnol, c'est qu'on a un tout petit peu réussi. Et on va continuer pour essayer qu'il n'y ait plus du tout de Pyrénées, comme disait Louis XIV. Donc, pas d'autres questions. Je vous remercie de votre présence et puis je remercie également Pablo et Pere d'être venus nous voir à Nantes et en espérant vous revoir bientôt parmi nous.